Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Je vois encore que du monde se connecte. On va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on commencera. Bien. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire destiné à la vaccination de la femme enceinte. C'est un sujet qui nous paraissait important à l'URPS de traiter ce thème-là. Le pharmacien est un acteur majeur de la santé publique. Ce thème-là, il identifie en fait les femmes enceintes dès le désir de la grossesse. Et puis, les pouvoirs publics l'ont bien compris, puisque depuis quelques mois, le pharmacien peut réaliser des entretiens destinés à la femme enceinte qui ont plutôt au départ vocation à sensibiliser les jeunes femmes sur les risques tératogènes au cours de la grossesse. Mais cette question de la vaccination, le pharmacien est régulièrement sollicité à ce sujet. Donc, nous sommes ravis d'accueillir pour ce webinaire deux spécialistes de la vaccination que sont le docteur Catherine Durand, qui est pédiatre et qui réalise la coordination du réseau périnatal des Deux-Savoies au centre hospitalier de Chambéry, et le docteur François Vier-Lesage, pédiatre et coordinateur du groupe de recherche de la commission scientifique de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, et il est également membre du groupe expert en vaccinologie Infovac. Je suis également accompagnée pour l'URPS de Théophile Sibel, élu à l'URPS, de Catherine Bernard, qui est notre directrice et qui répondra, qui transmettra vos questions à la fin du webinaire. Vos questions, vous pouvez les mettre directement dans le chat.
Et puis, on a aussi notre assistante Emma qui coordonne la technique. Voilà. Donc, hop, si j'arrive à passer mes diapos. Voilà. Alors, la vaccination est une thématique qui est chère à l'URPS et depuis quelques années maintenant. Nous avons réalisé plusieurs webinaires que vous avez peut-être suivis depuis le mois d'octobre. C'est aujourd'hui le 8e webinaire qui vient clore cette session. Vous pouvez par ailleurs retrouver tous les replays sur la chaîne YouTube de l'URPS et celui-ci sera également disponible d'ici 24-48 heures. Donc, la vaccination chez le pharmacien, ça a commencé par l'expérimentation de la grippe en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine en 2017. L'URPS était porteur de ce projet-là. Il a tellement bien marché que la généralisation automne 2019. Et puis, le pharmacien a été inclus dans la campagne de vaccination Covid à l'hiver 2021. Et à l'hiver 2023, c'est 5,3 millions de vaccinations grippe qui ont été effectuées par le pharmacien. Donc, le rôle du pharmacien dans la vaccination, alors pour le grand public, c'est maintenant rentré dans les mœurs. C'est 85% des Français sont favorables à la vaccination contre la grippe en pharmacie. Alors, où en est-on pour la vaccination par le pharmacien? Donc, l'avis de la HAS est sorti en janvier 2022, un avis favorable pour une extension des compétences vaccinales publiée en avril 2022 et mise en pratique en novembre 2022. Nous avons donc l'habilitation à administrer les vaccins sur prescription médicale pour 15 pathologies et pour les adultes de plus de 16 ans. En 2023, on attend toujours l'autorisation de prescrire qui doit arriver prochainement et qui nécessitera une formation, mais nous aurons l'occasion de revenir vers vous à ce sujet. Voilà, donc je vais laisser la parole à nos deux intervenants. Docteur Durand, à vous. Eh ben, d'abord, merci beaucoup de nous avoir suggéré de participer à ce webinaire. Vous pouvez passer. Alors, de mon côté, moi, je n'ai aucun lien d'intérêt, mais par contre, j'ai un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est que c'est une heure où des fois, on a un petit peu faim, donc on va essayer de rester tous bien éveillés. Bien sûr, un des objectifs, c'est de parler un peu du calendrier autour de la grossesse, en prénatal, en début de grossesse, les précautions, tout ça. Vous pouvez cliquer. Vous informer sur les nouvelles recommandations, surtout, mais surtout, peut-être c'est ça les deux choses les plus importantes, c'est que vous tous autour de nous compreniez un peu le changement de paradigme qu'il y a avec vaccin et grossesse et que chacun de nous et de vous puissions progresser dans notre confiance, chacun dans ses capacités à écouter, à transmettre, à expliquer et à convaincre les patientes. Voilà. Si vous pouvez tourner. Donc là, on va passer la parole à François. François, tu n'as pas ouvert ton micro, excuse-moi. Voilà. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Moi, j'ai toujours été fervent partisan d'avoir le maximum d'acteurs sur la vaccination et en particulier les pharmaciens qui nous ont bien aidés pour la grippe et la Covid et qui ont toujours été des interlocuteurs essentiels pour moi, même quand ils n'ont pas le droit de vacciner, leurs conseils aux patients sont essentiels. Alors, vacciner la femme enceinte, ça me paraît important. Je vais peut-être être moins pratico-pratique que Catherine. Je crois c'est un début d'une histoire. Hein, et donc, pour cette histoire, que vous ayez les bases, pour comprendre qu'on va avoir de plus en plus de vaccins faits chez la femme enceinte et que la grossesse va être un âge clé pour les vaccins, comme l'est la première année du bébé. Donc, il y a beaucoup de maladies qui sont concernées, hein, la grippe qui concerne à la fois la mère porteur d'un enfant et son enfant lui-même. Hein. C'est bien sûr grippe, Covid, coqueluche, les bronchiolites aussi, vous allez le voir, mais le strepto B, le tétanos qui a déjà fait ses preuves en Afrique, la vaccination des femmes enceintes a permis de faire diminuer cette maladie absolument effroyable.
Alors pourquoi? Parce que les femmes enceintes sont avant tout fragiles. Il y a d'abord un facteur mécanique, il y a l'augmentation de ce qu'elles ont dans le ventre, vous savez, ça s'appelle un utérus, avec une expansion de la taille qui provoque une remontée du diaphragme, lequel va provoquer une restriction pulmonaire qui réduit les capacités respiratoires, entraîne un œdème. Tout ça va favoriser une surinfection, qu'elle soit virale ou bactérienne. Et en plus, c'est des femmes qui ont en général une exposition fréquente parce qu'elles voient beaucoup de monde, il y a moins d'activité physique, une vie plus confinée. Mais pas que. Il y a aussi un facteur immunitaire. Il y a clairement un petit déficit immunitaire, un dysfonctionnement immunitaire chez la femme enceinte. Alors, je ne vais pas refaire un cours d'immuno là-dessus, mais ça passe par, si vous avez encore des souvenirs de l'immunologie de la faculté, c'est la diminution de la réponse TH1 et l'augmentation de la TH2, avec surtout des problèmes de cellules régulatrices qui ne sont plus en état. Donc, la femme est fragile déjà vis-à-vis des maladies. Le bébé l'est aussi, surtout avant 6 mois, mais son immunité va monter progressivement avec l'âge. L'âge où l'immunité est la meilleure dans la vie, c'est entre 10 et 15 ans. Mais en attendant, l'âge où c'est mauvais, c'est après 65 ans et c'est avant 6 mois. Donc, le bébé va faire plus facilement des formes graves de certaines maladies, comme la coqueluche, qui sont par ailleurs souvent banales chez le plus grand. On ne peut pas le vacciner non plus concrètement avant l'âge de 6 semaines, sauf hépatite B, BCG et polio. Et donc, il va falloir souvent même plus d'injections pour le vacciner. Par exemple, l'hémophilus influenzae, on le fait chez le petit parce que c'est lui qui est à risque, mais il faut 2 injections pour ça rappelle. À partir d'1 an, il n'y a plus qu'une injection nécessaire parce que son immunité est meilleure. Et le bébé qui naît est protégé par les anticorps transmis par la mère, mais il va les perdre rapidement, surtout si la mère n'en a pas beaucoup ou pas du tout. Et donc, vous allez voir que c'est là où tout va se jouer. Donc, le principe général de la vaccination chez la mère, c'est d'assurer une immunité passive, c'est-à-dire refiler des anticorps, on ne refile pas les antigènes de la vaccination, au bébé, par un transfert actif. Donc, on commence par vacciner la mère qui a été ou pas vaccinée avant. Par exemple, pour la coqueluche, dont Catherine va vous parler plus abondamment, ça entraîne une réponse primaire, vous voyez ici, avec une montée d'anticorps, quel que soit l'âge où elle a eu, puis ça chute. Le rappel va permettre de booster l'immunité, de faire une remontée exponentielle des anticorps, avec un taux d'anticorps qui va monter chez la mère, quelle que soit la date où ça a été fait avant. Deuxième facteur, c'est le placenta, qui est un organe extraordinaire qui assure un transfert actif. Vous voyez que, c'est-à-dire que le taux d'anticorps qu'il y a chez le bébé va progressivement devenir égal, voire supérieur à celui de la mère. Donc, on part d'un taux d'anticorps élevé, et vous voyez ici sur ce diagramme, ça veut dire c'est le moment où l'enfant a autant d'anticorps que sa mère. Vous voyez, on est quasiment au terme. Mais en fait, ce transfert actif commence à partir de 20 semaines. Et vous faire comprendre qu'on va plutôt vous conseiller de vacciner en début de 3e trimestre. Et à la naissance, souvent, l'enfant peut avoir jusqu'à 30% d'anticorps en plus de ce qu'il y avait chez sa mère. Et qu'est-ce qui se passe à la naissance? Alors, soit on a une mère qui est non vaccinée comme ici, avec un taux d'anticorps qui est faible, mais qui va monter chez le bébé grâce au transfert actif, et qui va chuter d'ici 4 mois, aux alentours de 4 à 6 mois. L'enfant, lui, n'est vacciné, par exemple, pour la coqueluche, qu'à 2 à 4 mois, et donc il y a une augmentée de ses anticorps, mais vous voyez qu'il y a une fenêtre de susceptibilité pour des maladies comme la bronchiolite, AVRS ou la coqueluche ou d'autres, qui est entre 0 et 6 mois. Et vous voyez que c'est là où il y a un creux de protection de l'enfant. Si la mère est vaccinée, par contre, son taux d'anticorps est bien supérieur. À la naissance, il est très supérieur. Il va donc permettre de couvrir par son taux qui va baisser aussi, mais qui va permettre de couvrir les 6 premiers mois. D'où l'intérêt de vacciner la femme enceinte pour qu'elle refile le maximum d'anticorps à cet enfant. Sur la qualité des anticorps, c'est important aussi. La qualité, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'avidité, est bien meilleure quand on vaccine entre 33 et 36 semaines par rapport à des enfants qui naissent d'une mère vaccinée à 28-32, mais aussi c'est la date de l'accouchement qui va suivre qui est important, et la qualité des anticorps est meilleure si on a vacciné la mère au moins 5 à 12 semaines avant l'accouchement, sachant qu'on peut être surpris par un accouchement prématuré. Donc, plus d'anticorps et de meilleure qualité quand on vaccine en début de 3e trimestre. Et puis, ça continue. C'est-à-dire que l'allaitement intervient aussi là-dedans, parce que quand la mère a beaucoup d'anticorps, eh ben, elle les file dans les maternelles. Alors, je fais mon mea culpa, parce que pendant longtemps, j'ai transmis ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire que le lait maternel ne transmettait que des IgA sécrétoires. Ben, la Covid nous a appris le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des IgG
il y a des IgM, et c'est des IgG sélectifs en particulier contre le spike, avec des anticorps qui sont tout à fait fonctionnels et qui passent dans le lait maternel, qui vont donc renforcer l'immunité du bébé et lui permettre de durer plus longtemps. Et en plus, bien sûr, il y a toujours des IgA sécrétoires, il y a des cellules immunocompétentes qui sont transférées et qui permettent d'améliorer la protection d'un enfant dont la mère aurait été malade ou vaccinée. Et la dernière figure en dessous montre que la mère ait attrapé le Covid pendant la grossesse ou qu'elle ait été vaccinée, eh ben, le taux d'anticorps de l'enfant est à peu près le même, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le vacciner que de laisser, donc empêcher la mère de se faire d'attraper la maladie, et la vacciner pour qu'elle soit protégée elle-même et transmettre les anticorps. Donc, allaitement, et pas rester sur ces vieilles idées que la mère a été malade ou elle a le Covid ou elle a d'autres maladies virales et donc il faut empêcher l'allaitement, bien au contraire. Donc, ça, c'est ma formule préférée, hein. Le sein, les câlins, les vaccins, c'est plus malin. Je commencerai par vacciner la mère, donner le sein après et puis des câlins tout le temps, bien sûr. Alors, la grossesse, c'est en général un projet, hein, pas toujours, je sais bien, mais c'est un projet qui se prépare. Qu'est-ce que vous devez et quels sont les renseignements que vous devez essayer d'avoir quand vous en parlez à vos patientes? D'abord, c'est qu'elles soient à jour de son calendrier habituel, hein, et sachez que le carnet de santé, normalement, les adultes de 50 ans devraient en avoir un, même si souvent ils l'ont perdu. Et avant, quand c'est un projet, que la grossesse n'est pas commencée, il y a des choses essentielles, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire quand elle sera enceinte, c'est vacciner avec des vaccins vivants. Donc, le rougeole, oreillon, rubéole et la varicelle, c'est le ROR si elle n'a pas eu 2 injections dans sa vie, et la varicelle si elle n'a pas eu de varicelle. Ou en tout cas, qu'elle n'est pas connue. Normalement, ça devrait se faire à 12 ans. Des poliocoqueluches, ils doivent être à jour aussi, mais Catherine nous expliquera pourquoi, même à jour, il faudra peut-être quand même vacciner pendant la grossesse. Et puis, pensez à d'autres choses, hein, HPV en particulier. Pour l'instant, la recommandation, c'est 19 ans, mais nous aimerait bien 26 ans, parce que c'est chez jeunes mères, c'est pas tout d'avoir un enfant, encore faut-il pas avoir un cancer du col de l'utérus. Donc, rattraper si possible quand on vous parle d'un projet de grossesse. S'assurer aussi du même coup que son entourage, lui, est bien à jour de ses vaccins. Alors, une fois quelles questions vont passer? Bien sûr, les questions classiques, hein. Y a-t-il un déficit immunitaire? Y a-t-il des maladies à risque infectieux? Cardiopathie, maladies respiratoires, spléectomie, etc., puis les muquis, etc. L'état de santé de son entourage, s'il y a un conjoint qui est en chimiothérapie, il faudra peut-être en tenir compte. Et souvent, c'est pour proposer plutôt plus de vaccins que moins. Il n'y a que le déficit immunitaire n'est une contre-indication que pour les vaccins vivants. Et aussi, s'il y a une pathologie de traitement, vous savez, avec l'avènement des biothérapies que vous voyez de plus en plus passer pour des tas de pathologies, certains sont immunodépressifs, donc nécessitent une vaccination plus serrée, en particulier pour le pneumocoque ou d'autres, y compris pendant la grossesse, qui va rajouter un facteur de risque. Et la gestion des grossesses avec biothérapie est une gestion vraiment qui relève de surspécialistes là. Alors, quand le projet n'en est plus et que la femme est enceinte, profitez-en pour conseiller la vaccination coqueluche, toujours, même si elle était à jour de son calendrier, et en fonction de la saison, de l'épidémiologie, grippe et Covid, on va en parler. Prévoyez toujours, renseignez-vous sur la mise à jour des vaccins de l'entourage, et si on ne peut pas, ou les gens ne veulent pas se vacciner contre la coqueluche, prévoir le cocooning. Alors, Catherine, je vais te passer donc, Noémie, je vous passe vous faites le partage à votre tour. Et on va parler, Catherine va nous parler de la coqueluche. Oui, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de la coqueluche. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Il faut passer à tes diapos. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, je vous fais juste l'intro pendant ce temps-là. Donc, je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement de la coqueluche. Alors, Non, on va y arriver. pas ça. Voilà, parce que c'est une maladie qui est un petit peu moins connue que la grippe, tout ça. Et ce qui est un peu un avantage, parce que comme les gens connaissent moins, finalement, ils ont moins d'idées préconçues que ce qu'il peut y avoir pour d'autres pathologies. Et c'est peut-être une chose qui contribue à une acceptabilité qui n'est pas mauvaise du tout pour cette vaccination. Alors, la Haute Autorité de Santé, restez sur celle d'avant, s'il vous plaît. La Haute Autorité de Santé a émis ses recommandations il y a un peu plus d'une année. Ça avait été une gestation assez longue, puisqu'il y avait la saisine datait de 2018.
Bon, bien sûr, il y a eu d'autres virus dans l'intervalle qui ont occupé pas mal la HAS. Et du coup, les recommandations sont sorties, immédiatement déclinées dans le calendrier vaccinal 2022, avec une recommandation particulière de la coqueluche pour les femmes enceintes, avec un schéma vaccinal à chaque grossesse dès le 2e trimestre et de préférence entre 20 et 36 semaines. Je vous laisse passer la diapo suivante. Alors, qu'est-ce que c'est la coqueluche? La coqueluche, c'est des espèces de petits bâtonnets, des petits bacilles, hein, donc c'est une bactérie. C'est une bactérie qui est extrêmement contagieuse. Elle a un R0 qui est au-dessus de 15. Ça veut dire qu'une personne contaminée peut passer à plus de 15 personnes dans son entourage qui ne seraient pas protégées. C'est autant que la rougeole. Mais par contre, on va tousser et excréter et cracher de la bactérie pendant longtemps. Ce n'est pas un truc qu'on crache pendant 2-3 jours. La transmission, elle est possible pendant 3 semaines. Du coup, une personne qui tousse, que vous voyez sur la gauche de votre écran, elle va pouvoir contaminer plein de gens autour d'elle, dont des vieux, des gens avec des problèmes de santé, des jeunes, mais aussi des bébés. Passez à la suivante. Alors, ce bébé, passez à la suivante. Eh ben, pour la coqueluche, il se trouve qu'il n'a pas trop de chance parce qu'il a à la naissance quasiment 0 d'anticorps maternels. Il n'est pas du tout protégé par des anticorps comme il peut l'être pour d'autres maladies. Par exemple, la rougeole, c'est très rare que le nouveau-né attrape la rougeole ou d'autres maladies, mais pas la coqueluche, il n'est pas protégé. Alors vous allez me dire, bon, c'est peut-être pas très grave parce que s'il est allaité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pareil. L'allaitement ne protège pas du tout le nouveau-né de la coqueluche. Vous pouvez passer. Alors, qui c'est qui transmet à ce bébé? Ça va être essentiellement son entourage. Et du coup, même un bébé qui est gardé à la maison, qui ne va pas chez une assistante maternelle ou à la crèche, de toute façon, comme c'est ses parents qui, dans la majorité des cas, lui transmettent le bacille de la coqueluche, il n'est pas plus protégé que ça de rester avec sa mère, si vous voulez. Hein. Donc, en gros, c'est essentiellement les parents qui transmettent, un peu la fratrie. Ça peut être aussi des grands-parents, des amis, l'assistante maternelle, comme on a vu, et puis même des professionnels de santé. C'est arrivé. Alors, je vous laisse passer la suivante. Voilà. Alors, la coqueluche, est-ce que c'est une maladie grave? Alors, c'est une maladie qui peut être vraiment très grave. Déjà, c'est une maladie qui est extrêmement désagréable. C'est une toux quinteuse avec des quintes qui sont très fatigantes, très épuisantes, où on a du mal à reprendre sa respiration. Donc, ces quintes, elles peuvent être absolument asphyxiantes et la coqueluche peut aboutir à une défaillance un peu respiratoire importante et une défaillance multiviscérale, ce qu'on appelle la coqueluche maligne, avec une très très forte élévation de certains globules blancs. Et c'est des maladies avec une mortalité importante. Et ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des bébés hospitalisés pour une coqueluche ont moins de 3 ou 6 mois. Et c'est beaucoup des très petits. Vous pouvez cliquer. Bon, mais comment ça se fait qu'on parle encore de la coqueluche? Est-ce que ce n'est pas une maladie pour laquelle il y a un vaccin depuis des lustres? Oui, même moi, quand j'étais petite, il y avait du vaccin contre la coqueluche. Il a commencé en 1960, ce vaccin, avec un germe-entier. Il a changé, s'est transformé en vaccin acellulaire depuis la fin des années 90, et c'est un vaccin qui est quand même vachement efficace. Sauf que l'immunité, à la fois post-vaccinale, mais aussi post-maladie, elle reste courte, elle est seulement de quelques années. Et on a vu au fur et à mesure le problème qui s'est déplacé. Bon, c'est pour ça, et aussi du fait que ce vaccin acellulaire, le second, là qu'on a le plus moderne, qui est moins réactogène, a aussi moins d'efficacité, par exemple, sur le portage et une diminution un peu plus rapide des anticorps. Donc, c'est pour ça que les recommandations ont progressivement changé. En 98, il y a le rappel des adolescents qui a été introduit. En 2008, on a mis dans le calendrier vaccinal un rappel pour tout le monde, tous les jeunes adultes à 25 ans. Et puis, en 2013, un rappel chez l'enfant à 6 ans. N'empêche que depuis les années 90, il y a quand même vraiment une résurgence assez notable de la coqueluche, surtout chez des très petits nourrissons de moins de 2-3 mois, qui sont donc trop petits pour être protégés par leur propre vaccination. Comme vous a dit François, leur propre vaccination, elle va commencer vers 2 mois et il faut un certain temps pour une bonne augmentation des anticorps. Alors, bien sûr, il y a une petite baisse transitoire avec les précautions Covid. Vous pouvez changer de diapo, s'il vous plaît. Bon, mais
la situation pose problème quand même. Alors, donc on a cette situation, quelles vont être les solutions? Donc, la situation, c'est une augmentation des décès, presque exclusivement chez les très jeunes bébés. Et puis, ces tout petits bébés trop jeunes pour être vaccinés, c'est parmi eux qui a la plus haute incidence, la morbidité, les décès. Donc, on a les deux approches, c'est les deux ronds roses, qui empêchent la transmission de la coqueluche au nourrisson. D'abord, que personne l'ait autour d'eux. Ça va être l'approche qu'on appelle cocooning, qui a été introduite en France en 2004 et qui consiste à vacciner tout le monde autour de ce bébé pour essayer que les personnes autour ne crachent pas du microbe sur le bébé. Alors, l'efficacité de cette stratégie, elle reste limitée. D'abord, il faut quelques semaines pour que les adultes autour aient des taux protecteurs une fois qu'eux-mêmes sont vaccinés. Donc, si vous vaccinez une dame juste après son accouchement, ben, il y a une fenêtre qui reste bien libre là. L'effet sur le portage avec les nouveaux vaccins, il est quand même aussi modéré et on a montré que si les deux parents sont sont bien vaccinés, pardon, on diminue le risque de coqueluche de moins de 4 mois, mais pas plus de 50%. La deuxième approche, c'est d'essayer la vaccination pendant la grossesse, qui est du coup préconisée en France, comme on vous l'a dit, depuis 2022. Je vous laisse tourner. Alors, comment marche la vaccination pendant la grossesse? Je vais juste reformuler un petit peu ce qu'a dit François tout à l'heure. La vaccination pendant la grossesse, elle va avoir deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de donner au bébé, au fœtus, du coup, le bébé naît, c'est pareil, de lui donner des armes, c'est-à-dire lui transmettre des anticorps pour que lui-même, il sache se défendre. Alors, on dit que c'est une immunité passive de l'enfant parce que c'est pas lui qui les a fabriqués, les anticorps, il les a reçus de sa mère, d'accord. N'empêche que c'est un transfert fœto-maternel qui, pour le coup, est actif. Et comme vous l'a dit François, la concentration des anticorps sur le versant bébé, elle est plus importante que celle de la mère. Donc ça, c'est la première chose. Je donne au bébé des armes qui vont faire qu'il va savoir se protéger tout seul. Et aussi, comme je vaccine sa mère, du coup, je le prémunis contre les crachats de bacilles de la mère, qui est quand même une des principales pourvoyeuses de microbes au bébé. Alors, je vous laisse tourner. Alors, première question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est sûr que ça marche? Ben ouais, on a vraiment beaucoup d'études maintenant. Il y a au moins une dizaine d'années de recul, hein. Donc, il y a eu beaucoup d'études anglaises qui montraient un effectiveness, donc vraiment une efficacité chez des bébés de moins de 2 mois à 93%. On n'a plus revu de décès chez des bébés de mères vaccinées pendant la grossesse. Il y a eu en fait quelques cas, mais c'est des enfants qui ont été vaccinés juste quelques jours avant la naissance, donc il n'y avait pas eu du tout le temps. Cette vaccination, elle n'a pas eu le temps de faire son efficacité, mais sinon, pas d'autres décès. En 2022, il y a un nouvel article qui est sorti 6 ans après un changement de temporalité de la vaccination en Grande-Bretagne, où ils sont passés entre 20 et 32 semaines. Et à nouveau, donc un effectiveness, c'est-à-dire vraiment, c'est l'efficacité en population, hein, ce n'est pas juste des taux d'anticorps, donc 97% sur les décès. Un gros intérêt aussi chez les enfants prématurés, du coup, qui étaient mieux ciblés avec cette fenêtre-là. Voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent l'intérêt médico-économique de vacciner pendant la grossesse. Vous pouvez tourner, je vous laisse passer. Donc, ça marche. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils en disent? Parce que bon, on est en France, mais on peut regarder aussi ce qui se passe un petit peu ailleurs. Alors, depuis 2012, cette vaccination coqueluche pendant la grossesse, elle a été adoptée dans beaucoup de pays, donc plus de 30, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Australie, l'Argentine, et aussi nos voisins, puisque moi je suis sur la Haute-Savoie, en Suisse, qui vaccinent. La majorité des pays proposent une vaccination entre 20 et 32 semaines, en tout cas pas au premier trimestre. Et puis même en France, en 2018, la vaccination a été mise en place, mais dans un territoire particulier, ce qui était à Mayotte, du fait d'une épidémiologie particulière, avec une fenêtre de vaccination 18 à 39 semaines, donc extrêmement large. Il faut savoir que cette vaccination de coqueluche pendant la grossesse, elle est recommandée par l'OMS depuis 2015, donc on n'est pas très, très en avance en France, et même par les obstétriciens, parce que là, on est deux pédiatres pour vous parler aujourd'hui de problèmes de grossesse. Les obstétriciens, la médecine, des fois, ça les intéresse moins, mais la Fédération internationale des gynéco-obstétriciens l'a préconisé depuis 2021. Donc oui, les autres, ils disent aussi, comme nous, qu'il faut le faire. Ça donne confiance. Passez la diapo suivante.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme vaccin? Actuellement, c'est un peu le souci, c'est qu'on n'a que des vaccins qui sont associés au DT polio. C'est-à-dire que le vaccin coqueluche tout seul n'existe pas aujourd'hui. Il existera peut-être plus tard, François vous dira, parce que c'est lui qui est le spécialiste. Donc, on a, vous les connaissez, hein, le Repevax, le Boostrix, Tetra. Il faut se rappeler que c'est des vaccins adultes. Ça veut dire que les valences pour les autres, que c'est des valences atténuées, en fait, DT polio, tout ça, c'est pas les mêmes valences que les vaccins qu'on administre aux nourrissons. Il y a l'AMM européenne, ils sont remboursés, ils ne coûtent pas très cher, on peut y aller. On passe à la suivante. Bon, est-ce que franchement, là, vous êtes sûr que c'est sans danger? Oui, maintenant, il y a beaucoup de données de sécurité, de tolérance. D'abord, ces vaccins inactivés, ils existent depuis les années 40 et vraiment, il n'y a jamais eu de problème pendant les grossesses. On a des grosses études randomisées contre placebo sur il y en a une à 123 000, l'autre à plus de 20 000 grossesses, et on n'a pas eu de signal, à l'exception pour le vaccin de la coqueluche, de quelque chose qui s'est finalement pas, qui est un peu à suivre, mais qui ne s'est pas vraiment retrouvé, un signal faible sur un risque un peu plus élevé de chorioamniotite, c'est-à-dire des problèmes un peu d'infection. Mais François vous en reparlera si vous avez des questions particulières à ce sujet. Alors, après, il y a un autre danger, ce n'est pas un danger, mais c'est un petit inconvénient. On se dit, le fait que le bébé il va naître avec tous les anticorps que lui a filé sa mère, est-ce que ça ne va pas le gêner lui-même pour fabriquer ses propres anticorps quand lui, on va le vacciner à 2 mois, parce qu'il va lui en rester un peu des anticorps de passer par sa mère. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet blunting. Alors oui, les anticorps maternels, ça peut inhiber la réponse des bébés à leur propre vaccination. Ça a été bien montré pour coqueluche et diphtérie, donc c'est vrai. Mais c'est vrai si on fait des dosages. Par contre, en vie réelle, il n'y a pas d'impact clinique qui a été montré jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne change pas le calendrier vaccinal. Peut-être que dans quelques temps, on se dira que peut-être on peut commencer à 3 mois les vaccins des nourrissons, mais ce n'est pas encore rapporté aujourd'hui. Alors, je vous laisse passer la suivante, s'il vous plaît. Bon, alors, quand et comment il faut vacciner? Alors, on se pose pas mal de questions pour on est bien d'accord que là, on est sur la coqueluche, hein. Donc, à quel moment vacciner? Est-ce que ça serait au 2e ou au 3e trimestre? Il y a des résultats discordants. Pour certains, le T2 est préférable le 2e trimestre parce que ça protège si jamais l'enfant est né avant terme, hein, c'est surtout essentiellement ça. Au 3e trimestre, il y a peut-être des meilleurs résultats, mais bon, vous l'a dit François tout à l'heure, mais bon. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a un certain délai entre l'injection chez la mère et la naissance de l'enfant, sauf qu'on ne sait pas forcément toujours quand est-ce qu'ils vont naître. Mais il faut au moins 2-4 semaines avant l'accouchement, l'idéal étant, comme François l'a dit, 8 à 12 semaines avant la naissance. Bon, donc finalement, il ne faut pas trop s'en mêler. On vaccine quand on peut, et pas quelques jours avant d'accoucher parce que là, ça ne sert plus à rien et à partir de 20 semaines, ça va très bien. Alors la seconde question, c'est, il y a pas mal de questions là-dessus, c'est: «Oui, mais si les dames, elles enchaînent, beaucoup de grossesses, ça peut être, 1 fois par an, hein, les grossesses éventuellement dans certaines populations. Est-ce que vraiment il faut le faire à chaque fois? Alors oui, il faut le faire à chaque fois. Alors d'abord, on n'a pas de problème de type phénomène d'Artus qui a été rapporté avec ces vaccins adultes qui, encore une fois, ont des valences atténuées. Et puis, il y a des études qui ont montré que finalement, il n'y avait pas beaucoup d'efficacité en population si les femmes, elles ont été vaccinées lors de grossesses antérieures. Et en moyenne, la grossesse antérieure, elle était que 2 ans avant, quoi. Donc oui, il faut le faire à chaque grossesse, et ce que font les Anglais, ce que font tous nos voisins. Bon, alors avec tout ça, est-ce qu'il faut garder cette histoire de cocooning? Vous savez, moi j'avais beaucoup travaillé dans la maternité où je bossais. C'est pas évident, hein, de vacciner tout le monde parce que quand, d'abord pendant la grossesse, les compagnons ou le coparent, ils ont souvent autre chose à faire. Et puis juste au moment de la naissance, les gens ont plein de trucs à penser et souvent, ils vont se faire vacciner 2 semaines après. Ça met encore 2 semaines pour leurs anticorps. Donc c'est un peu le bazar, hein, ce cocooning. Et bien finalement, en fait, c'est pas la peine de le garder, le cocooning, pour autant qu'on ait un intervalle correct entre le vaccin pendant la grossesse et la naissance. S'il y a au moins 1 mois, on le garde pas. Par contre, si la femme n'a pas été vaccinée pendant la grossesse, du coup, la stratégie cocooning garde son intérêt. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut co-administrer grippe et Covid sans problème. Voilà,
laisse tourner, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Bon, ça, c'est vraiment une question. Il y a des études préliminaires qui ont montré en France une acceptabilité qui était qualifiée d'encourageante. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, la Haute Autorité de santé promeut l'engagement des professionnels de santé et leur formation. Et elle encourage aussi à ce que tous ces vaccins soient disponibles dans les maternités, dans les autres centres de soins qui prennent en charge des femmes enceintes, pour pouvoir être administrés finalement à l'occasion d'une consultation de grossesse, par exemple. Et puis, toute la question de l'extension des compétences, dont celle des pharmaciens, est également favorable pour cette vaccination des femmes enceintes. Je vous laisse tourner. Merci. Alors, on a un certain nombre de documents que vous pouvez partager. Donc, la Haute Autorité de santé préconise l'information des parents dès le début du suivi de la grossesse. Il y a des supports d'information pour les parents, pour les professionnels. Si vous flashez ce QR code, ça vous montre une vidéo des Pays de Loire qui n'est pas trop mal, encore que je trouve que c'est un petit peu paternaliste. Mais bon, voilà, il y a des documents qu'on peut commander à Santé publique France. Je vous laisse tourner, s'il vous plaît. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend vraiment de nous. Donc nous, les réseaux de périnatalité, on est très engagés dans ces campagnes de vaccination. Et dans notre réseau, on a proposé, par exemple, des outils dont cette affiche que vous voyez sur votre droite, mais on propose également des webinaires. Et un truc qui est assez utile, c'est de faire des RMM entre professionnels de santé, c'est-à-dire, vous savez, c'est des revues de mortalité, et on raconte les histoires un peu dramatiques qu'on a par rapport, voilà, ça peut être la grippe, ça peut être le Covid ou ça peut être aussi la coqueluche. Et ça, voilà, quand il y a un enfant, un préma qui sort de réanimation néonatale, de néonatologie et qui est réhospitalisé 15 jours après en réanimation pédiatrique pour une coqueluche sévère ou voire maligne, bon, ça c'est des histoires voilà, qui favorisent vraiment la prise de conscience. Donc, la fiche qu'on a proposée, nous, c'est une affiche assez simple qui dit que oui, certains vaccins sont fortement recommandés pendant la grossesse. Parlez-en à votre sage-femme ou à votre médecin. Et puis, ça vaut pour évidemment plusieurs maladies. Je vous laisse tourner, s'il vous plaît. Alors, je reprends là une diapo d'une professeure de psychologie sur un peu l'entretien motivationnel et puis qu'est-ce qui va faire que les personnes se décident à aller se faire vacciner ou pas. Et vous voyez, dans la prise de décision, il y a un truc qui est assez important. Je mis la petite flèche orange, c'est l'avis du médecin ou du professionnel de santé qui va beaucoup compter dans la décision du patient. Et là, vous, pharmacien, vous êtes un acteur important là-dessus. Un autre levier d'amélioration, c'est voilà, aider au niveau du comportement du patient, aider le patient, donc la femme, à planifier, à imaginer quand est-ce que et où ça pourra se faire. Et le fait que ça puisse faire à côté de chez elle, à la pharmacie, c'est aussi très probablement quelque chose de très intéressant pour l'implémentation de cette action de santé. Je vous laisse tourner. Alors, je reprends un peu ce qu'a dit François. Oui, vous mettez tout en même temps, c'est pas grave. Donc, au départ, on disait femme enceinte, attention, hyper danger. Alors, c'est toujours vrai pour les médicaments et il faut quand même insister là-dessus. C'est qu'on voit, il y a des dérapages, et ça, vous êtes comme pharmacien certainement extrêmement au courant, des dérapages sur beaucoup de produits, que ce soit les anti-inflammatoires, beaucoup de produits d'automédication, ou voilà, qui restent vraiment très problématiques pendant la grossesse. Donc, femme enceinte et médicaments, ça ne fait pas bon ménage. Par contre, femme enceinte et vaccin, oui, c'est bien. Et puis, c'est aussi bien déjà aussi pour protéger les dames elles-mêmes. Donc, on a des histoires un peu terribles de femmes avec des problèmes avec la grippe, le Covid, bien sûr, mais également pour protéger l'enfant. Donc, maintenant, ça a changé, si vous voulez. Avant, c'était vaccin et grossesse égale danger. Maintenant, vaccin plus grossesse, c'est pas un danger, et c'est même une chance, et c'est même un outil, vraiment un parcours pour aller s'occuper et faire de la médecine préventive chez le bébé. Donc aujourd'hui, pour grippe, Covid et coqueluche. Et puis demain, justement, on va repasser la parole à François qui va vous en parler, VRS et strepto B. Donc, je vous laisse passer la suivante, mais je pense qu'on arrive chez François. Voilà, donc on va repasser le
le diaporama à François Vielle-Lesage, qui est beaucoup plus expert en vaccinologie. Moi, je suis pédiatre de base et du coup, je suis coordinatrice du réseau. Donc, moi, mon job, c'est d'informer et de former les professionnels et aussi de voir toutes les choses pratiques pour faire en sorte que ça fonctionne bien. J'arrive pas à remettre mon micro, voilà. Donc, merci Catherine pour ce beau tableau sur la coqueluche. Donc, on pourra parler dans la discussion. Pourquoi vacciner la femme enceinte? Non, chez la grippe. Alors, la grippe, vous connaissez bien, je vais aller très, très vite là-dessus. Il y a un risque plus élevé de grippe sévère chez la femme enceinte, c'est clair, au niveau hospitalisation et décès. Il y a un risque fœtal aussi quand la grippe survient pendant la grossesse, avec des morts fœtales qui sont augmentées, des retards de croissance in utero et un taux de prématurité augmenté. Et dans le versant enfant, le nourrisson petit est trop jeune pour être vacciné avant 6 mois, c'est une contre-indication. Or, ce sont eux les plus à risque d'hospitalisation, de consultation et aux urgences. Et on arrive à des taux à peu près similaires à la principale cible de vaccination grippale, c'est-à-dire les plus de 65 ans. Alors, les essais montrent grosso modo que la vaccination protège la mère à 35-70%, ce qui est pas mal pour un vaccin grippal qui dépasse rarement 50% de protection. Et les nourrissons à peu près dans les mêmes eaux aussi. Et globalement, on a quand même très nettement une réduction de taux de mort fœtale de 50%, des retards de croissance et de la prématurité par les vaccins. Donc, un intérêt tout à fait manifeste, même s'il peut dépendre d'une année à l'autre en fonction du type d'épidémie qu'on a. Pour la tolérance, les études me portent sur des millions, je dirais même plutôt des centaines de millions, c'est pas des milliards de doses, et elles ont été bien recensées. Alors, quand faire la vaccination de grippe? Eh bien, surtout, puisque là, il y a une saisonnalité de cette maladie, surtout les femmes qui vont entrer dans leur 2e, 3e trimestre pendant la saison à risque, parce qu'il y a le facteur mécanique dont je vous ai parlé, qui fait qu'on a une restriction pulmonaire qui les rend plus sensibles aux infections pulmonaires. Et bien sûr, dès que le vaccin est disponible, il faut savoir qu'un vaccin grippal, de toute façon, ne commencera à être actif que 15 jours après l'injection. Et pour le bébé, en raison du transfert actif de placentaire, si on peut le faire au début du 3e trimestre, à jongler avec la saison, et plus de 2 semaines avant le terme présumé, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, la Covid, ça, je pense qu'à la limite, vous connaissez mieux les vaccins et la vaccination Covid que nous, pédiatres. Mais la grossesse, les facteurs de risque sont clairement établis, en particulier par cette étude qui apporte une méta-analyse qui est très importante. Pour tout ce qui est pour la mère, et surtout si en plus elle a un autre cofacteur qui est le diabète, obésité ou HTR en particulier, mais aussi au niveau obstétrical, parce qu'on a plus de césariennes, d'éclampsie, de prématurité et d'hospitalisation en unité de soins intensifs. Donc, un intérêt important. Plus récemment, quel est l'impact sur l'enfant de la Covid? Parce que là aussi, comme on ne peut pas les vacciner tout petit, c'est la vaccination de la mère qui va le protéger les 6 premiers mois, une fois de plus. Vous voyez dans ces données sur les admissions de nouveau-nés en soins intensifs en jaune clair et leur mortalité en jaune clair, jaune foncé, vous voyez que clairement, le moins d'1 an est très à risque, a le plus haut risque de forme grave de Covid. Donc là aussi, en vaccinant la mère, on protège l'enfant. Alors au début, nous disions tous, je pense que, enfin surtout les vaccinologues et les pédiatres, que le Covid n'était pas franchement une maladie de l'enfant au départ, mais elle est devenue depuis la période Omicron. Et vous voyez que chez les moins de 1-17 ans, vous voyez qu'alors que c'était un taux assez faible, vous voyez cette ascension brutale des taux, surtout chez les 0 à 4 ans, qui est représentée par la courbe rouge. Pardon. Donc l'efficacité, elle est connue, la tolérance aussi. Elle permet la vaccination permet d'éviter 90% des hospitalisations de mères, 80% des hospitalisations de bébés de 0 à 5 mois. Il y a un passage transpace interactif qui est prouvé aussi. Ce que je vous ai dit pour le passage des IgG et des IgA dans les maternelles est valable aussi. Et par contre, tout le versant tolérance, avec tous les centaines de millions de doses qui ont été faites, avec beaucoup de femmes enceintes, montre qu'il n'y avait pas eu de problème. Donc, quand le faire? Évidemment, là, ça va dépendre des recommandations au moment. Vous savez que c'est une maladie extrêmement labile qui est rentrée dans une endémisation chronique qui fait qu'on
On a des formes peu graves, peu importantes, mais fréquentes. Mais par contre, reste le problème des sujets à risque, dont le nourrisson et des formes graves. Donc là aussi, il y a plus d'anticorps chez la mère si elle est vaccinée tard dans le 3e trimestre, mais il y a plus d'anticorps au cordon pour le nourrisson si elle est vaccinée tôt dans le 3e trimestre, avec toujours cette limite des 2 à 4 semaines avant l'accouchement. Donc, le compromis, c'est de préférence avant le 3e trimestre. L'allaitement, là aussi, à maintenir. Et on a des études maintenant qui montrent qu'il n'y a pas de problème si on vaccine en même temps qu'un vaccin coqueluche, DTP coqueluche. Voilà, alors je vais vous parler un peu d'avenir et pour des choses qui, vous allez dire, ne nous concernent pas, parce que c'est moins de 2 ans. Mais si, parce que moi, j'ai toujours considéré que le pharmacien était un bel intermédiaire qui renchérissait nos messages et qui devait passer des messages parce qu'on vous le demande à juste raison. Vous voyez que le VRS, les bronchiolites, dans la PHTDI, qui est vraiment l'étude de référence, montre que chez les moins de 5 ans, le nombre de pneumonies sévères est essentiellement dû au VRS. Vous voyez que la grippe influenza qu'on a là ou le pneumocoque sont loin derrière et que donc c'est où le métapneumovirus vient en 2e, mais c'est le VRS qui est vraiment dominant. Alors, on n'avait rien pour faire ça, à part rien, parce que même en réanimation, à part les mettre sous oxygène et les oxygéner et les humidifier, on n'avait pas grand-chose. Maintenant, on va avoir beaucoup de choses. On va avoir d'abord le nirsevimab, j'ai toujours du mal, qui s'appelle Beyfortus, qui a eu l'autorisation de l'AMIA depuis novembre dernier. C'est un anticorps monoclonal qui se donne en une seule injection et qui a tous les avantages sur ce qu'on avait avant, c'est-à-dire le Synagis, où il fallait faire une dose par mois. C'est qu'une seule injection, c'est efficace 6 mois, c'est au moins 6 mois. Il faut savoir que le Synagis, c'est, Catherine, tu connais peut-être mieux, c'est 400 à 600 € la dose, je crois. Alors que le bruit, parce que c'est pas encore officiel, du prix du Beyfortus en une seule dose, ça sera plutôt autour de 150 €. Donc, vous voyez, une seule injection, plus efficace, en tout cas au moins c'est efficace, et beaucoup moins cher. Et pour nous, c'est pas encore la recommandation, mais les patients vont vous le demander, donc il faudra que vous sachiez y répondre. C'est tous les nouveau-nés, pas seulement les grands prémats, qui auront moins de 6 mois pendant la période épidémique. Il faut savoir que les formes sévères de pneumonie à VRS, c'est dans 90% des cas des enfants qui ne sont pas des grands prémats. C'est plus fréquent encore chez tous les enfants avec des formes graves. Donc, vu le prix du Synagis et la lourdeur, on ne pouvait pas le faire autrement que chez ces sujets qui sont plus particulièrement à risque, c'est clair. Mais maintenant, avec ce vaccin, cet anticorps, par contre, on pourra le faire. Donc, tous ceux qui vont naître dans la période épidémique, elle va de septembre à mars, et en plus, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Parce que ça varie depuis la post-Covid, l'épidémie a changé. En tout cas, pour les nouveau-nés à risque, c'est-à-dire les grands prémats, là, peut-être faudra-t-il une protection à 1 an, c'est faire donc une deuxième injection 6 mois plus tard. Mais ça, ce sont nos avis de vaccinologues, ce n'est pas les recommandations. Il va sortir un vaccin pour la mère enceinte, qui sera fait un peu dans les mêmes conditions que celui de la coqueluche, qui donnera une protection de 6 mois à peu près aussi. C'est Pfizer qui le fait. On a déjà un vaccin qui est quasiment prêt à sortir, qui est celui de GSK pour les plus de 60 ans, car le 2e foyer de VRS et de pneumopathie sévère, c'est le plus de 60 ans. Et en attente, un vaccin qui sera fait chez le nouveau-né, dont on n'a pas le protocole ni les données encore. Voilà. Alors, pour l'anticorps monoclonal, le Beyfortus, l'étude harmonique qui est encore en cours, mais dont on a les premières données qui ont été publiées à l'ESPID, montre déjà que sur les hospitalisations, vous voyez, on a plus de 83%, sur les infections sévères, plus de 75%, et même la réduction de toutes les infections respiratoires atteint 58%. C'est-à-dire que le VRS est le principal virus qui va favoriser les infections bactériennes secondaires, y compris à pneumocoque. Ça c'était aussi un des sujets thèmes principaux de l'ESPID, c'est que le lien entre infection à VRS et infection bactérienne secondaire est tout à fait évident maintenant, et que peut-être même aura-t-on au moins autant d'actions en vaccinant contre le VRS vis-à-vis des infections invasives à pneumocoque avec ce vaccin-là qu'avec le Prévenard lui-même. Et le profil de sécurité ne pose pas de problème. Alors, cette étude, je vous ai montré de comparaison parce que la stratégie va en dépendre, entre le vaccin Pfizer fait pendant la grossesse et l'anticorps monoclonal qu'on va faire chez le bébé, qui est une étude, celle-ci indépendante, qui
qui n'est pas l'étude Harmonie, qui est donc managée par Sanofi, évidemment. Vous voyez que grosso modo, pour les RTI, c'est les infections respiratoires basses, hein, c'est-à-dire les pneumopathies, alvéolaires ou pas. Vous voyez que c'est la VRS, le vaccin est quand même moins efficace que l'anticorps monoclonal. Avec le NNV, c'est le nombre de gens qu'il faut vacciner pour éviter un cas, hein, le nombre nécessaire à vacciner. Donc, vous voyez qu'il suffit de mettre 25 enfants sous anticorps pour éviter une bronchiolite, une infection respiratoire. Il en faut 69 pour le vaccin. Pareil pour les hospitalisations où on a un meilleur taux avec l'anticorps monoclonal qu'avec le vaccin. Et pour les infections sévères, ça s'équilibre un petit peu, mais on reste encore légèrement supérieur. Maintenant, ça ne permet pas de comparer. Il va falloir attendre d'avoir plus de chiffres et on ne peut pas en tirer des conclusions. Ce ne sont que les données préliminaires. Mais de toute façon, les deux stratégies devront être employées. Alors, pour vous donner un peu une idée de la stratégie, pour les bronchiolites, vous voyez qu'on a une fenêtre de susceptibilité qui va de 0 à 12 mois. Avec ici en gris, c'est le nombre de consultations dues au VRS, de bronchiolite en consultation. Et en gris foncé, c'est le nombre d'hospitalisations pour VRS sévère. Vous voyez que pour les hospitalisations, c'est clairement les 2 premiers mois. Et pour le reste, ça va jusqu'à 12 mois. Si on vaccine la mère, vous voyez que l'enfant va partir grâce à la concentration favorisée par le placenta. On va partir avec un taux d'anticorps qui sera assez important. Alors que si on le vaccine avec un protocole qui serait le même que la coqueluche, comme pour la coqueluche, finalement, il va falloir attendre 6 mois pour avoir obtenu une protection suffisante. Alors, la fenêtre de susceptibilité, elle est surtout avant 6 mois. Et vous voyez ici qu'on a un creux de protection, alors que si on fait vaccin ou anticorps, on va réussir à protéger au moins jusqu'à 6 mois. Voilà, donc j'en terminerai là pour laisser la place aux questions, avec ce tableau sur le timing. Vous voyez que grosso modo, pour tout le monde, c'est quand même le début du 3e trimestre qui semble favorable, mais après, on fait comme on peut, on fait comme se fait la circulation des microbes. Juste pour rajouter un petit peu à la coqueluche ce qu'a dit Catherine, qui était excellent, c'est que les pays qui ont une couverture vaccinale de la femme enceinte de au moins 80% sont en train de décider de supprimer la vaccination coqueluche à 6 ans chez l'adolescent et l'adulte, tellement c'est efficace. Donc, l'objectif, c'est de prévenir la vaccination coqueluche, c'est de prévenir les formes graves du nourrisson. Et pour ça, c'est la vaccination de la femme enceinte qui est le plus efficace de loin. Malheureusement, en France, obtenir des couvertures vaccinales élevées rapidement, comme vous le savez, c'est pas la même chose qu'en Suède, aux États-Unis ou en Angleterre. Voilà, je laisse la place aux questions. Voilà, pendant que le changement de micro se fait, je vais juste vous rajouter peut-être un petit quelque chose par rapport à la grippe, au vaccin de grippe et aussi à la Covid. Au niveau des femmes enceintes, pourquoi il y a plus de prématurité? Alors, il peut y avoir des déclenchements comme ça d'accouchement prématuré, mais le gros problème, c'est quand les femmes, elles se mettent en détresse respiratoire. Et comme vous l'a dit François, elles n'ont plus un grand volume pulmonaire. Donc, c'est-à-dire qu'une femme qui a une grippe sévère avec une pneumopathie de grippe qui va avoir besoin d'être ventilée, d'être en réanimation, d'être ventilée, eh ben, cette femme, pour pouvoir la ventiler comme il faut, la mettre à plat ventre, comme ce que vous avez vu à la télé, qu'on voyait en réanimation pour le Covid. Ben, nous, c'est quelque chose qu'on a vu avant pour la grippe des femmes enceintes. Donc, il faut les retourner à plat ventre et pour ça, il faut les césariser, il faut sortir le petit quai dedans. Alors, des fois, ça peut être un terme extrêmement précoce. Donc, dans notre réseau, on a eu une extraction de jumeaux à 30 semaines et même pas en maternité, puisque la dame n'était pas transportable en maternité, et directement réanimation adulte. Voilà, donc c'est ce type de situation-là qu'il faut absolument éviter. Et, d'autre part, la grippe, comme la Covid, est un pourvoyeur vraiment relativement important de mortalité maternelle pendant la grossesse. Hein. C'est des choses qui sont suivies par l'INSERM. Donc, c'est ça que je voulais vous rajouter. Et la deuxième petite chose aussi pour la grippe aussi, François, je voulais juste ajouter que l'enquête nationale périnatale nous donne des espèces de petites photographies de l'état de santé des mères. C'est pas de chaque année, mais de temps en temps en France. Et on voit que vraiment la couverture de coqueluche, de grippe des femmes enceintes, elle reste extrêmement mauvaise en France. Il y a beaucoup de
de facteurs, bien sûr, mais il y a aussi qu'il y a beaucoup de femmes à qui personne n'a proposé la vaccination de grippe pendant la grossesse. Donc là, on se tourne vers vous, les collègues pharmaciens, pour le faire. Faites mieux que Donc nous, faites mieux que nous. voilà, faites mieux. Bah, surtout, on a vu que quand les femmes enceintes sont suivies par un médecin généraliste, finalement, elles ont plus de propositions que si elles sont suivies par un gynéco qui va s'occuper un peu trop exclusivement de la grossesse. Donc, votre rôle est très important là-dessus. Bon, bien sûr, quand on propose, c'est pas sûr que voilà qu'on se saisisse, mais il faut, c'est comme pour arrêter de fumer, hein, il faut plusieurs propositions pour que ça marche une fois. Il Alors, faut il y a une qu'on soit question, cohérent. François, voilà, il y a une question que je viens de voir passer à laquelle j'aurais souhaité que tu répondes sur l'avenir. Est-ce que tu sais quelque chose d'un vaccin uniquement coqueluche qui ne répète pas les valences DTP dont on n'a pas besoin 15 fois dans sa vie? Alors, je crois que le problème il serait tout à fait justifié. En particulier, il y a une start-up française qui avait commencé à sortir, à étudier un vaccin par patch de coqueluche seul. Mais je ne sais pas si c'est pour les problèmes financiers, techniques, etc. En fait, on ne le voit toujours pas venir. Ce qui est certain, c'est comme je vous le disais, la tendance, ça va être plutôt de supprimer, si on avait une bonne couverture vaccinale de la femme enceinte, ça serait de supprimer la vaccination coqueluche à partir de 6 ans et chez l'adulte en particulier, peut-être pas les professionnels de santé, encore ça se discute, parce qu'il faut savoir que quand l'enfant naît avec la protection de sa mère, il passe le cap. Et c'est au moins 6 mois. Et d'ailleurs, du coup, nous, on pense que le cocooning n'est plus nécessaire si dans l'entourage, je parle de la mère évidemment parce qu'elle est vaccinée, mais même dans son entourage, on n'a plus besoin de ce cocooning de l'entourage si l'enfant, lui, a reçu les anticorps de sa mère. Donc, c'est un autre avantage. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas de coqueluche. Le problème seul, ce problème, c'est aussi un problème de marché. Je pense que ça n'intéresse pas trop l'industrie de travailler là-dessus. Faut dire aussi qu'il n'y a aucun souci à faire des Repevax ou des Boostrix, c'est-à-dire des formes adultes de DTPC. À ce sujet, d'ailleurs, sur le blunting, on a beaucoup discuté là-dessus à Lisbonne, à l'ESPID, qui était il y a 15 jours. En fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites surtout sur des protocoles en 3 injections, comme c'est fait dans la plupart des pays, pas en 2 injections de priming comme nous, mais on a pas mal de données là-dedans sur des sujets qui avaient que 2 doses. Et en fait, l'effet blunting, c'est la diminution de la protection coqueluche sans forcément d'impact clinique, comme Catherine l'a dit, mais aussi de la diphtérie et paradoxalement aussi sur le pneumocoque. Ça, on ne comprend pas pourquoi, mais sur l'efficacité du Prevnar, mais encore une fois, sans impact clinique forcé. Ben cet effet, de toute façon, ne se voit qu'après la première dose et il disparaît après la 2e dose de vaccin. Or, comme l'enfant, la première dose, c'est à 2 mois, comme il est protégé si la mère est vaccinée jusqu'à 6 mois, cet effet de blunting après la première dose n'a pas grand intérêt, pas grande conséquence, puisqu'il est protégé par les anticorps de sa mère, sauf pour pneumocoque et diphtérie, mais on reste dans des taux d'anticorps encore qui sont pas inquiétants, et donc pour l'instant, il est hors de question de faire ça. Il est possible que nous, on en discute, mais là, il n'y a aucune recommandation, il n'y en a pas vraiment de données dessus, en commençant la vaccination à 3 mois au lieu de 2 mois, peut-être qu'elle sera plus efficace forcément parce que l'enfant sera un peu plus mature sur le plan immunitaire, mais pour l'instant, c'est pas une politique qu'on peut recommander en l'absence de données concrètes. Voilà, donc je reprends la parole pour vous dire que vous avez pas mal d'infos aussi sur notre site du réseau périnatal des Deux-Savoies qui est ouvert absolument à tout le monde et pour lequel il n'y a pas besoin de s'identifier. Vous pouvez avoir accès à nos protocoles et à nos documents en ligne. Voilà, juste, voilà, parfait. Du coup, je vous lis les questions qui sont posées. Quel est le taux de circulation de la coqueluche aujourd'hui en France? Je crois que, je ne sais pas si tu le sais, Catherine, mais je crois que c'est difficile parce qu'on n'a pas d'observateur. On sait les formes graves qui sont hospitalisées, ça, ok. Mais le taux de circulation, comme il y a beaucoup de porteurs sains, etc. Puis ce qui importe là, c'est comme pour la Covid. Maintenant, c'est les formes graves, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la coqueluche sans le savoir. Et dans un hôpital où je travaillais avant, donc il y a un obstétricien qui a eu la coqueluche et qui l'a passé à beaucoup de gens autour de lui, et dans le milieu professionnel et dans le milieu familial. Et finalement, cette personne, elle n'était pas tellement malade. Elle avait l'impression voilà, qu'elle avait une espèce de bronchite, que ça durait depuis un petit peu longtemps, mais elle n'avait pas du tout la toux quinteuse, les quintes spécifiques. Et donc, ces adultes-là, ils ne sont pas
très malade. Et les personnes dans son entourage à elle qui ont été très malades, c'est sa vieille mère qui avait plus de 90 ans. Et puis les bébés. Hein. Donc, c'est difficile de voir le taux de circulation. Ce qui est bien suivi, c'est les hospitalisations, notamment en réanimation, en soins intensifs. Et là, c'est vrai qu'avec le Covid, on a un petit peu vu une baisse, mais très probablement liée au confinement, enfin, au changement, au changement de précaution, si vous voulez, mais qui ont été complètement lâchés depuis. Donc, ça va remonter. Alors, pour rester dans la coqueluche, je vois qu'il y a une question sur les adolescents. Si on arrête de vacciner, bon, d'abord, c'est pas une recommandation pour l'instant. Hein. Il faudrait encore qu'on ait 80% de femmes enceintes qui soient vaccinées, on en est très loin. Hein. Donc, continuer à vacciner les adolescents et les adultes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'adolescent, c'est pas une maladie grave. Hein. Ça tousse, ça se traite par 3 jours d'antibiotiques et puis point barre, quoi. Donc, ça ne justifierait pas une vaccination en soi. La vaccination de l'adolescente, elle est là pour un intérêt collectif généreux pour protéger les nourrissons. Donc, si les nourrissons sont protégés d'une autre manière, c'est là où on pourra se poser la question. Mais on n'en est pas là. Ce qu'il faut, c'est que grâce à nous, grâce à nous tous, il faut qu'on obtienne 80% de femmes vaccinées. Et en France, vous savez qu'on est un pays où ça monte très, très lentement, la couverture vaccinale. Alors, une autre question, si nous n'avons pas de carnet de santé ou un doute sur la dernière dose injectée, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit privilégier les valences les plus élevées, par exemple le Revaxis? Alors, attendez, le Revaxis n'a pas une valence plus élevée, hein, c'est une valence basse. Hein. Le seul qui a une valence infantile, c'est le Tetravac. C'est le seul qui est disponible en France. Mais Revaxis, Boostrix, Repevax, le Revaxis n'a pas la coqueluche et les 2 autres ont la coqueluche, mais ils sont tous à faible dose. Hein. Bon, après, si vous voulez, de toute façon, il y a une belles études qui montrent qu'on n'a pas plus d'effets indésirables chez les femmes, si on refait une dose de plus chez les femmes qui ont déjà été vaccinées auparavant et celles qui n'ont jamais été vaccinées auparavant, ce qui est rare en France en plus. On n'a pas plus d'effets indésirables si on fait une dose de vaccination par rapport à des femmes qui ont été vaccinées 1 an, 5 ans ou 10 ans avant. Donc, de toute façon, l'effet indésirable, avec ces vaccins-là, il est très faible. Et en plus, le Revaxis ne tient pas la coqueluche. Et si vous voulez, excusez-moi, mais vacciner une femme enceinte avec du Revaxis, pour moi, c'est juste une faute professionnelle grave. Ah ouais, c'est complètement idiot. Hein. C'est vraiment complètement idiot. Alors, une autre question toujours sur la coqueluche. Peut-on connaître le taux d'AC contre la coqueluche? Prise de sang? Le taux d'anticorps? Ouais. La sérologie, alors autant la sérologie est utile si vous voulez faire le diagnostic, quoi qu'il vaut mieux avoir des prélèvements nasopharyngés, etc. Hein, en examen direct, c'est beaucoup plus efficace. Pour évaluer l'immunité préexistante, ça n'a aucun intérêt. Hein. D'abord, elle peut être négative, la sérologie peut être négative, mais qui est quand même une mémoire immunitaire qui va se réveiller en cas de contact. On voit ça avec toutes les maladies virales et bactériennes. Mais de toute façon, chez la coqueluche, honnêtement, que ça soit la maladie ou les vaccins, au bout de 5 ans, il n'y a plus d'immunité, ou elle est très, très faible. Avec le coqueluche corps entier, comme on en voit encore en Afrique et tout ça dans des tas de pays, elle dure sûrement plus longtemps et de meilleure qualité, mais avec plus de ractogénicité. Catherine a évoqué le problème. Mais bon, c'est pas la peine de faire une sérologie. De toute façon, pour l'effet sur le nourrisson, il faut que la mère soit vaccinée pendant la grossesse. Sinon, on n'aura pas cet effet booster qui permet d'augmenter le taux d'anticorps, de refiler beaucoup plus par le cordon, d'autant que ce taux a été encore augmenté par la vaccination de la mère. Grosso modo, une mère qui n'a pas été vaccinée, que vous ne vaccinez pas pendant la grossesse, elle a un taux d'anticorps circulant qui avoisine les 0. Le placenta va multiplier par 4 ou 5 ce taux, mais 5 fois 0, ça fait toujours 0. Alors que si elle est grâce au vaccin à 40, eh ben 5 fois 40, ça fait 200. Quoi. C'est là qu'est la différence. Alors, je vois qu'il y a une question qui est peut-être un peu plus pour moi de quels sont les liens avec le réseau de périnatalité Aurore. Donc, pour l'instant, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 5 réseaux de périnatalité qui sont chacun dans un territoire différent et on travaille énormément ensemble. Donc, c'est nos frères, nos cousins, enfin, comme vous voulez. On travaille de façon tout à fait parallèle et en harmonie avec eux. Et on a aussi, nous, au niveau de la région, une fédération de pédiatres néonatologistes et de pédiatres travaillant en maternité qui s'appelle la FRPN et on émet aussi des protocoles et des préconisations régionales. Donc, on est tout à fait sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de différence. Et quand on fait, nous, un webinaire
sur une question de vaccination ou d'autres choses d'ailleurs, elle est toujours ouverte à tous nos collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Il y a une question sur le strepto-B. Vous n'en avez pas parlé du coup? Non, alors, parce que pour l'instant, enfin, il y a une étude, C'est le on est futur. en phase 2. Hein. Alors, le strepto-B, c'est vraiment un problème majeur et l'arrivée d'un vaccin sera une très bonne chose. Mais pour l'instant, à ma connaissance, ils sont qu'en phase 2, donc c'est pas encore l'actualité. Ça sera très certainement dans les webinaires que vous ferez dans 2-3 ans. Ils ont 2 ans. Hein. Il y a les nouveautés, si vous voulez aussi, mais ça concerne moins la femme enceinte, c'est méningo 5 valences, hein, ABC, WY, dans une seule injection. Voilà. Mais pour l'instant, c'est le VRS qui va être l'actualité de la rentrée. Et puis la vaccination de la femme enceinte, c'était les principaux sujets de l'ESPID. On a Ouais. beaucoup moins parlé de Covid. Ça nous changeait un petit peu, ça fait du bien. Ouais, ce qu'on peut dire quand même, ce qui est vraiment très, très important, c'est de ne pas oublier la grippe, parce que la grippe, c'est pas bénin du tout chez les femmes enceintes et ça peut nécessiter, comme le Covid, qu'on fasse des extractions très prématurées d'enfants et prendre des risques de santé qui sont vraiment importants. Et bien sûr, la coqueluche et le Covid. Donc ça, c'est quand même les 3 piliers et aussi vous souvenir, à bien intégrer, que la grossesse, c'est justement, c'est un circuit, c'est un parcours qui va nous permettre, de faire de la médecine préventive chez le bébé, d'une façon extrêmement efficace, voilà et safe, on va dire. Voilà. Oui, alors je vois que la personne qui a posé la question s'est trompée entre Infanrix et Apovaxis. Non, Infanrix, d'abord, enfin tous les exas, il y a de l'HIB qui n'est pas indiqué chez l'enfant. On a besoin que d'été de poliocoqueluche, hein, Chez et puis l'adulte, tu veux dire. hépatite B en général. Enfin, on pourrait faire un quintet. Non, faites des vaccins à dose faible, sauf. Alors, la problématique se pose chez une adulte. C'est vraiment exceptionnel, mais on a quelquefois la question sur Infovac qui arrive et qui n'a jamais été vacciné, qui a 20 ans, 25 ans, qui n'a jamais vraiment été vacciné. Est-ce qu'il faut faire une primo-vaccination, enfin, une primo-vaccination ou pas en vaccin grosse, donc Tetravac? L'Infanrix Tetra n'est plus disponible, hein, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Hein. C'est la même chose que Tetravac. Je vois la question. Donc, en principe, c'est un peu un paradoxe parce que les vaccins d'adultes n'ont pas d'AMM pour la primo-vaccination. Et les vaccins normalement dosés n'ont plus d'AMM chez l'adulte. Donc, c'est difficile. Donc, concrètement, on primo-vaccine en forme adulte en général. Parce que quand même, en tout cas pour DTP, ça marche. C'est le vaccin qui marche bien. Juste avant de conclure, parce que ça y est, on arrive à voir passer l'heure. Je suis désolé, vous ne pourrez pas me voir parce que ma caméra ne veut pas fonctionner. Une question tout à fait qui nous est posée, mais qui n'est pas vraiment du sujet, mais juste rapide, si jamais il y a une réponse en 10 secondes. Comment choisir entre Rotarix et Rotatec, puisqu'on a affaire à des pédiatres? Aucune raison de choisir l'un ou l'autre. D'accord. À part qu'il y en a un qui se fait en 2 prises et l'autre en 3. Ils sont tous les deux très efficaces. Ok. Bon, on préférera peut-être ne voir que 2 injections par rapport à avoir 3 injections. C'est juste le côté. C'est des prises orales. Hein. Ce sont des prises orales. Oui, pardon, excusez-moi. Même, peut-être aussi. Oui. Enfin, bon, après, il y a un 5 valence, une monovalence, mais la différence, c'est, en tout cas, 2 doses de Rotarix sont aussi efficaces que 3 doses de Rotatec. Avant que ça soit remboursé, nous, on disait, comme ça sortait de la poche des parents, on disait 2 Rotatec, ça peut suffire et c'est plus efficace qu'un seul Rotarix. Mais maintenant que c'est remboursé et recommandé, faites le protocole normal et c'est comme ça qu'on aura la meilleure protection de l'un ou de l'autre, pas de souci. Il n'y a pas plus de risque d'invagination intestinale dans l'un que dans l'autre. On sait maintenant que c'est des vaccins, non seulement peuvent donner un peu plus d'invagination intestinale après la première dose, mais globalement, au bout d'un an, il y en a moins quand l'enfant a été vacciné que quand il n'a pas été vacciné. Ok, je vous remercie. Moi, ce que je retiens de ce séminaire, c'est que la place du pharmacien devient majeure par rapport à la femme enceinte, entre les entretiens et la vaccination, les deux pouvant être liés. Et je pense que nous ne devons pas rater le train de la compétence, tout d'abord, et aussi de devenir un professionnel de référence vis-à-vis des femmes enceintes. De tout ce que nos 2 intervenants nous ont présenté et dit, je retiens que plein de petites choses. D'abord, il y a un triple intérêt à la vaccination. L'intérêt, c'est celui de la femme enceinte,
c'est celui du bébé né avant 6 semaines et même du bébé à naître. Donc, la vaccination de la femme enceinte présente ce triple intérêt. J'ai noté une petite difficulté pour nous, pharmaciens, c'est de vacciner préalablement à la grossesse avec les vaccins vivants de RER et de la varicelle. Je ne sais pas quelle sera la solution à ça. On pense à la femme enceinte, mais n'oublions pas l'entourage, hein, il a été cité. N'oublions pas donc, lorsqu'on parle à la femme enceinte, de peut-être penser au papa, et pas que au papa, mais toutes les personnes qui pourront entourer l'enfant. Nous avons attiré spécifiquement l'attention sur la coqueluche pour diverses raisons. Elle est en résurgence, elle peut être grave, elle est désagréable, en tout cas chez les petits, et le risque de transmission me semble assez majeur. L'intérêt donc de la vaccination contre la coqueluche est prouvé en termes de mortalité et à une balance bénéfice-risque qui semble très favorable. Autre vaccination avec une balance bénéfice-risque très favorable, celle de la grippe, où par ailleurs nous avons un rôle de proposition qui semble très important pour nous pharmaciens. Pensons-y donc cet automne, à véritablement proposer à toutes les femmes enceintes cette vaccination. Le Covid vient à prouver, comme chez les personnes âgées, un intérêt majeur au niveau du bénéfice, en tout cas, voir pour la balance bénéfice-risque, même si effectivement il y a eu des milliards, si je puis dire, d'injections. Là, j'ai vu aussi qu'on peut cumuler la coqueluche, la grippe et le Covid, ce qui est tout à fait bienvenu. Un sujet à suivre pour nous pharmaciens assez nouveau, puisque c'est de l'actualité, c'est en plein développement, c'est par rapport au VRS, qui est, comme on l'a vu, et ça, je viens de l'apprendre, un des plus gros pourvoyeurs de pneumonie, donc un intérêt majeur à venir avec ces molécules en développement, vaccins ou anticorps monoclonaux. Je remercie toutes les personnes qui ont assisté à ce séminaire, ce webinaire. Merci à nos intervenants spécialistes, Catherine et François. Merci j'allais dire aux personnes de l'URPS, Catherine, Emma, et merci beaucoup de Noémie pour avoir chapeauté tout ce webinaire. C'était le dernier de cette série sur la vaccination. Je vous rappelle que tout est disponible sur YouTube, ce webinaire compris bientôt. N'hésitez pas à suivre notre chaîne URPS Pharmacien Aura sur YouTube. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.